En octobre 1980, sous les lumières du Salon de l'Automobile de Paris, le public français se pressa autour d'une citadine familière. Mais la banquette arrière avait disparu. À sa place, logé derrière une épaisse vitre et un mur d'isolation, siégeait un bloc moteur en fonte de 1397 cm3. Gavé par un turbocompresseur Garrett T3, il crachait 160 chevaux directement sur les roues arrière. La Renault 5, symbole absolu de la liberté économique et de la mobilité populaire, venait d'être transformée en une arme de rallye d'une brutalité intransigeante. Une machine où la chaleur, le sifflement de la soupape de décharge et le danger respiraient directement dans le cou du pilote. Mais la véritable histoire de la Renault 5 Turbo n'est pas seulement celle d'un coup d'éclat au Salon de Paris. C'est l'histoire d'une usine à Dieppe, d'une ambition née à Viry-Châtillon et de la façon dont la France a pris son moteur le plus modeste pour lui injecter la violence de la Formule 1, jusqu'à ce que le monde de la course ne décide de changer les règles. Chaque semaine, nous racontons les histoires des moteurs, des usines et des ateliers qui ont défini la puissance mécanique française et ce qui s'est passé lorsque le monde a changé. Abonnez-vous si cette mémoire compte pour vous. Mais l'histoire de la Renault 5 Turbo ne commence pas par la nostalgie. Elle commence dans un lieu précis, à Dieppe, au milieu des années 70. En 1976, la France du sport automobile faisait face à un mur de puissance. Sur les routes sinueuses du championnat du monde des rallyes, la glorieuse Alpine A110, la célèbre berlinette qui avait porté haut les couleurs françaises au début de la décennie, accusait désormais le poids de son âge. Le monde de la compétition avait brutalement changé de dimension. Face aux constructeurs français se dressait un monstre italien absolu, la Lancia Stratos. Conçue exclusivement pour la course, dotée d'une architecture radicale et propulsée par un violent moteur V6 d'origine Ferrari, la Stratos écrasait toute concurrence. Pour exister, il ne suffisait plus d'être agile ou léger. Il fallait de la puissance pure, une force mécanique capable de s'extirper des épingles à cheveux avec une brutalité immédiate. Mais la Régie nationale des usines Renault n'était pas un artisan italien construisant des supercars. C'était un géant industriel, une entreprise d'État dont la mission historique était de motoriser la classe moyenne, de fournir des véhicules économiques pour les trajets quotidiens et de faire tourner les usines de Billancourt et de Flins. Dans les catalogues des concessionnaires Renault, il n'y avait aucun moteur V6 ou V8 exotique prêt à être glissé sous le capot d'une voiture de rallye. L'ambition de battre les Italiens et les Allemands se heurtait à une réalité industrielle stricte. Le budget de développement n'autorisait pas la création d'un moteur de course à partir d'une feuille blanche. C'est dans ce contexte de contraintes extrêmes que naquit le projet 822. À la direction du produit, Jean Terramorsi, visionnaire et passionné de compétition, et son adjoint Henri Liddell comprirent que pour justifier un programme de course auprès de la direction générale, le futur véhicule devait promouvoir le modèle le plus stratégique de la marque, la petite Renault 5, lancée en 1972, qui envahissait déjà les rues de Paris et les routes de province. Mais comment transformer une citadine économique à traction avant en une tueuse de Ferrari sur les routes de glace du rallye Monte-Carlo? La réponse ne viendrait pas de la création d'une nouvelle mécanique, mais de l'altération d'une ancienne. Puisque Renault ne pouvait pas fabriquer un gros moteur de compétition, les ingénieurs décidèrent d'utiliser le moteur le plus banal, le plus produit et le plus indestructible de leur inventaire, le vénérable bloc Cléon-Fonte. Sur l'établi d'un mécanicien de province, le Cléon-Fonte n'avait rien d'un objet de rêve. Conçu à la fin des années 50 par l'ingénieur René Vroya, c'était un moteur conçu pour l'endurance quotidienne, pas pour les podiums. Il s'agissait d'un bloc en fonte, un alliage lourd mais extrêmement robuste, surmonté d'une culasse en aluminium. Surtout, son architecture était d'un autre temps. Il utilisait un arbre à cames latérales, une configuration mécanique où l'arbre chargé d'ouvrir les soupapes n'est pas situé au-dessus des cylindres, mais logé plus bas dans le bloc, nécessitant de longues tiges métalliques et des culbuteurs pour transmettre le mouvement jusqu'à la culasse. Dans le monde de la haute performance, où les doubles arbres à cames en tête régnaient en maître pour permettre au moteur de monter haut dans les tours, le système à tiges et culbuteurs du Cléon était considéré comme une relique agricole, incapable de respirer correctement à haut régime. Pourtant, ce petit moteur avait une qualité inestimable.
Sa structure en fonte était incroyablement épaisse, rigide et résistante. Il avait propulsé la Renault 8, la Renault 12, les fourgonnettes de livraison et ne connaissait pas la panne. Pour le projet 822, la cylindrée fut fixée à 1397 cm3, une dimension déjà éprouvée sur la Renault 5 Alpine. Mais 1397 cm3, même préparés avec soin, ne suffirait jamais à générer les chevaux nécessaires pour menacer une Lancia Stratos. C'est ici que l'histoire du rallye rencontra l'ambition d'un autre département de la marque, Viry-Châtillon. À Viry-Châtillon, dans la banlieue sud de Paris, le département Renault Sport, sous la direction technique de Bernard Dudot, menait une expérience qui faisait alors rire les écuries britanniques de Formule 1. Il tentait de maîtriser la suralimentation par turbocompresseur, un système entraîné par les gaz d'échappement brûlants qui fait tourner une turbine pour forcer, sous haute pression, une quantité massive d'air frais dans les cylindres. En forçant plus d'air, le moteur peut brûler plus de carburant et produire une puissance explosive, transformant artificiellement une petite cylindrée en un monstre mécanique. L'idée de Terra Morsi et des ingénieurs motoristes fut d'une audace absolue. Prendre la technologie de pointe du turbocompresseur, développée à grands frais pour la Formule 1, et la greffer sur l'archaïque bloc Cléon-Fonte à tige et culbuteur. Le choc des époques était total. Sur les bancs d'essai, on demanda à un moteur conçu pour permettre aux familles de partir en vacances sur la Nationale 7, de supporter les pressions internes et les températures d'une machine de Grand Prix. Les premiers tests confirmèrent l'intuition de l'équipe. La lourde fonte du bloc Cléon encaissait la surpression sans broncher. Le bloc 1,4 litres, baptisé en interne type 840-30, commença à cracher des chiffres de puissance qui défièrent de la logique. Avec un taux de compression abaissé et un turbo soufflant violemment dans les cylindres, l'objectif de 160 chevaux pour la version de route et de plus de 250 chevaux pour la version de course de la première génération apparut soudain réalisable. Mais à mesure que la puissance grimpait sur les bancs d'essai dans le vacarme des échappements libres, une réalité physique s'imposa. Transmettre 160 chevaux et une avalanche de couple aux seules roues avant d'une petite Renault 5 légère, conçue pour faire les courses en ville, provoquerait un désastre dynamique. Les pneus avant seraient pulvérisés, la direction deviendrait incontrôlable et la voiture serait incapable d'exploiter cette force. Le moteur thermique avait résolu l'équation de la puissance. Il venait cependant de créer un problème de châssis insoluble. Pour utiliser cette mécanique hybride, née d'un bloc populaire et d'une technologie spatiale, l'équipe comprit que la structure originale de la citadine devait être sacrifiée. Mais pour transformer ce petit bloc de fer en arme mondiale, il ne suffisait pas d'ajouter un turbo. Il fallait détruire l'architecture même de la voiture. La révélation technique qui allait redéfinir la Renault 5 ne vint pas d'une simple augmentation de la pression du turbo. Elle vint d'un constat physique incontournable. La plateforme d'origine ne pouvait pas survivre à son propre moteur. Dans sa version civile, la Renault 5 était une traction avant. Une voiture où le moteur, situé sous le capot avant, tire le véhicule. C'était une architecture parfaite pour la sécurité, l'espace intérieur et l'économie de production à grande échelle. Mais lorsqu'on envoyait 160 chevaux et une avalanche de couple dans les petites roues avant d'une citadine légère, le train avant s'effondrait sous l'effort. Les pneus patinaient violemment, la direction devenait erratique, et la puissance chèrement acquise sur les bancs d'essai de Viry-Châtillon se dissipait en fumée sur l'asphalte. Pour que le bloc Cléon turbocompressé puisse exprimer sa force, les ingénieurs durent prendre une décision qui violait toutes les règles de l'industrie automobile généraliste. Ils décidèrent d'amputer la voiture de sa banquette arrière, de découper le plancher et d'adopter la configuration des prototypes de course, le moteur central arrière. Le moteur central arrière, une architecture où le bloc est placé juste derrière le conducteur, au milieu du châssis, pour équilibrer le poids et maximiser la motricité sur l'essieu arrière, était le territoire exclusif des constructeurs comme Ferrari, Lamborghini ou Lancia. L'imposer dans la coque d'une voiture populaire française était un acte de piraterie industrielle. Sous la direction de l'ingénieur Michel Tétu, la partie arrière de la Renault 5 fut évidée pour laisser place à un berceau tubulaire en acier, conçu pour supporter le moteur type 840-30 et une boîte de vitesse dérivée de la lourde berline Renault 30.
La métamorphose mécanique exigeait des composants qui n'avaient jamais eu leur place dans une voiture de cette taille. Le turbocompresseur, un système entraîné par les gaz d'échappement qui envoie davantage d'air dans le moteur, fut confié à l'équipementier américain Garrett. Le modèle T3 choisi soufflait à une pression de 0,76 bar, un chiffre colossal pour l'époque, forçant le petit bloc en fonte à produire 160 chevaux à 6000 tours par minute sur la version de route. Mais gaver un vieux moteur à arbre à came latérale d'une telle quantité d'air sous pression posait un problème d'alimentation majeur. Le traditionnel carburateur, qui équipait alors presque toute la production française, était incapable de gérer avec précision ces variations brutales de pression. Les ingénieurs durent recourir à l'injection mécanique Bosch K-Jetronic, un système qui introduit le carburant dans le moteur de manière continue et précise sous haute pression. L'air, surchauffé par son passage dans la turbine du compresseur, devait également être refroidi avant d'entrer dans les cylindres pour éviter la destruction du moteur. Un volumineux échangeur thermique air-air fut installé, nécessitant de sculpter des ailes arrière gigantesques, dessinées par Marcello Gandini chez Bertone, pour capter l'air frais en mouvement. Cette mutation radicale changea la nature même de la production. Une Renault 5 Turbo ne pouvait pas être assemblée sur les chaînes automatisées de l'usine de Flins ou de Billancourt, où des milliers de citadines sortaient chaque jour. Le processus était trop complexe, trop manuel. Les coques nues étaient envoyées à Heuliez pour être modifiées, puis expédiées en Normandie, à l'usine alpine de Dieppe. C'était là, dans l'antre historique des voitures de sport françaises, que des ouvriers spécialisés assemblaient le puzzle à la main, ajustant le toit en aluminium, les portières allégées et les ailes en fibre de verre autour du cœur en fonte bouillante. Cependant, le véritable choc de la Renault 5 Turbo ne se trouvait pas seulement dans l'usine de Dieppe, il se trouvait dans la cabine. Piloter cette machine n'avait rien de l'expérience feutrée d'une voiture de sport traditionnelle. Le conducteur était assis à quelques centimètres d'un mur coupe-feu, une épaisse cloison recouverte d'isolants phoniques et thermiques qui le séparait de la mécanique. Dès que le régime moteur dépassait les 3000 tours par minute, la turbine du Garrett T3 se mettait à hurler juste derrière l'oreille à droite du pilote. La chaleur envahissait l'habitacle. Chaque levée de pied provoquait le sifflement violent de la soupape de décharge, le mécanisme de sécurité qui évacue la pression excédentaire du turbo pour protéger le compresseur. La voiture tremblait, respirait et soufflait à l'intérieur même de l'espace vital de ses occupants. Ce positionnement extrême créa un cauchemar absolu pour un maillon essentiel de l'industrie, les mécaniciens. Le réseau d'assistance, le maillage de concessionnaires et de garages de quartier chargés d'entretenir les véhicules d'une marque, n'était pas préparé à cette anomalie. Habituellement, un mécanicien de province réparant une Renault ouvrait le capot avant, exposant l'ensemble de la mécanique à la lumière de l'atelier, avec un accès facile aux bougies, aux courroies et aux radiateurs. Sur la R5 Turbo, pour faire une simple révision, le mécanicien devait ouvrir le haillon arrière, soulever une épaisse moquette insonorisante et dévisser un lourd carter en aluminium recouvert de moquettes qui brûlait souvent les mains s'il n'avait pas eu le temps de refroidir. Le moteur était enfoui dans une cuve, entourée de tubulures d'échappement brûlantes, de durites de suralimentation épaisse et de câblages complexes. Le moindre réglage de l'injection Bosch ou le remplacement d'un composant périphérique exigeait des contorsions impossibles à l'intérieur d'un habitacle exigu, imprégné d'une odeur tenace d'huile chaude et d'essence. Pour des opérations plus lourdes, il fallait désolidariser tout le train arrière et faire descendre l'ensemble du groupe motopropulseur par le bas du châssis. L'entretien d'une Renault 5 Turbo devenait une opération chirurgicale que seuls quelques ateliers spécialisés et passionnés pouvaient facturer et maîtriser sans commettre d'erreurs fatales. Mais sur la route, toute cette complexité, cette chaleur et cette difficulté d'entretien disparaissaient face aux résultats physiques. En déplaçant le bloc en fonte derrière les sièges, Renault avait obtenu un équilibre des masses impensable pour une citadine. 40% du poids sur l'avant et 60% sur l'arrière, exactement là où se trouvaient les roues motrices. À l'accélération, le transfert de masse écrasait les énormes pneus arrière Michelin contre le sol. La petite voiture ne patinait plus, elle s'arrachait de la route avec une violence que même les supercars étrangères peinaient à suivre sur des chemins étroits. Malgré la chaleur et la complexité d'entretien,
La mécanique était prête à prouver que l'audace française pouvait battre l'ingénierie traditionnelle. En janvier 1981, la violence théorique mesurée sur les bancs d'essai de Viry-Châtillon rencontra la réalité glaciale des Alpes françaises. Sur les routes du rallye Monte-Carlo, la Renault 5 Turbo, confiée aux mains du pilote funambule Jean Ragnotti, s'alignait pour la première fois contre l'élite du sport automobile mondial. Le moteur type 840, préparé pour la catégorie Groupe 4, un règlement de la Fédération internationale de l'automobile qui exigeait la fabrication d'au moins 400 exemplaires de route pour autoriser l'engagement d'un modèle en compétition, développait désormais plus de 250 chevaux. Dans la nuit montagnarde du col de Turini, le sifflement suraigu de la turbine Garrett et les détonations enflammées de l'échappement libre annonçaient la petite voiture française bien avant que ses phares rectangulaires ne percent le brouillard. Le résultat fut un séisme mécanique. Ragnotti remporta l'épreuve avec une maîtrise absolue. Il venait de prouver qu'un bloc moteur en fonte roturier, doté d'un arbre à cames latérales conçu dans les années 50 pour la paisible Renault 8, pouvait terrasser l'ingénierie noble des Porsche 911, des Lancia Stratos et des Fiat 131 Abarth. Renault, grand constructeur d'État voué à motoriser les familles, venait de braquer le sport automobile européen par la force brute de la suralimentation. Mais pour les motoristes français, ce triomphe n'était qu'une première étape. Le potentiel de l'injection Bosch K-Jetronic et du compresseur restait largement inexploité. L'escalade vers la puissance devint obsessionnelle. Sur les établis du département compétition, la pression du turbo fut augmentée et les systèmes de refroidissement redimensionnés. En 1982, la version Tour de Corse fut introduite pour les équipes d'usine et les clients privés fortunés. La puissance grimpa entre 285 et 300 chevaux. Piloter cette machine devenait une épreuve physique et psychologique. Il fallait anticiper le redoutable temps de réponse du turbo, ce fameux lag, un délai silencieux et angoissant de quelques secondes entre l'écrasement de la pédale d'accélérateur et l'arrivée explosive, presque brutale, de la surpression dans les cylindres. Sur les petites routes bordées de ravins en Corse ou dans les Cévennes, cette décharge soudaine de puissance sur les seules roues arrière exigeait des réflexes hors du commun pour ne pas perdre le contrôle. L'apogée absolue de cette architecture arriva avec l'avènement du terrifiant Groupe B, une catégorie de rallye permettant des expérimentations extrêmes sans presque aucune limite de puissance. Pour rivaliser, Renault créa l'ultime évolution, la Maxi 5 Turbo. Le vieux bloc en fonte fut repoussé dans ses ultimes retranchements, sa cylindrée marginalement augmentée à 1527 cm3. Gavé par un turbo soufflant à une pression démentielle, il délivra la puissance vertigineuse de 350 chevaux. Extraire 350 chevaux d'un si petit moteur à tige et culbuteur tenait du miracle thermodynamique. L'usure des pièces internes était extrême. La chaleur générée derrière la nuque du pilote frôlait l'insoutenable. Mais sur l'asphalte sec, la voiture était intouchable, bondissant d'une épingle à l'autre avec une agilité que ses concurrentes plus lourdes ne pouvaient égaler. Dans une France où un moteur pouvait décider du caractère d'une Renault de course, de la liberté d'une 2CV, de la vitesse d'une Peugeot au Mans, de la puissance d'un hélicoptère ou de la fierté d'une usine, la puissance n'était pas une abstraction. Elle était métal, carburant, travail, chaleur, bruit, entretien, risque, état, industrie et confiance. La France des années 80 regardait cette petite Renault aux ailes hypertrophiées comme le symbole d'une ingénierie nationale audacieuse, capable de contourner les règles et de battre l'Europe entière avec des moyens détournés. Pourtant, derrière la légende dorée des rallyes, la réalité industrielle de la version de route était devenue intenable. L'assemblage complexe et les matériaux coûteux de la première Renault 5 Turbo pesaient trop lourd sur les finances du constructeur, forçant l'usine de Dieppe à prendre une décision radicale pour sauver la vie de son moteur central. La légende dorée du rallye masquait une réalité industrielle beaucoup plus rude. À Dieppe, l'assemblage de la première génération de la Renault 5 Turbo, que les passionnés appelleraient mais plus tard la Turbo 1, tenait presque de l'artisanat de luxe. Pour contenir le poids, les ouvriers normands montaient un toit en aluminium, des portières en fibre de verre et un haillon allégé. À l'intérieur, l'habitacle était une création spectaculaire et asymétrique, signée par le carrossier italien Bertone, avec des sièges extravagants
et un volant futuriste. Mais pour la régie Renault, qui devait justifier les bilans financiers de ses usines, ce niveau de complexité n'était pas tenable. Le coût de fabrication explosait. Si la marque voulait continuer à amortir le programme sportif du projet 822 en vendant des voitures civiles, il fallait impérativement réduire la facture. En 1982, la réponse industrielle arriva sous la forme de la Renault 5 Turbo 2. L'objectif n'était pas de modifier la mécanique. Le bloc Cléon-Fonte 1,4 litres et son turbocompresseur Garrett restaient identiques, crachant toujours leurs 160 chevaux, mais de rationaliser la production. Les matériaux exotiques disparurent. Le toit, les portières et le haillon arrière de la Turbo 2 furent emboutis en acier classique, plus lourd mais beaucoup moins coûteux. Le somptueux habitacle Bertone fut purement et simplement supprimé, remplacé par le tableau de bord, les compteurs et les sièges standardisés de la petite Renault 5 Alpine. Ce déclassement esthétique et matériel n'altéra en rien l'engouement du public. Au contraire, il le décupla. En abaissant considérablement le prix de vente, la Turbo 2 permit à une nouvelle génération de passionnés français d'accéder au mythe du moteur central arrière. La voiture quitta les mains exclusives des pilotes d'usine pour envahir les routes de campagne, les courses de côte régionales et les rassemblements de clubs. Dans les garages indépendants et les ateliers spécialisés, une véritable culture de la préparation se développa autour de ce moteur. Le bloc en fonte type 840, conçu des décennies plus tôt pour être indestructible sous le capot d'une berline paisible, se révéla d'une tolérance exceptionnelle aux modifications de pression. Guidés par l'écho de la compétition, de nombreux préparateurs locaux apprirent à manipuler le système d'injection mécanique Bosch et à forcer la pression du compresseur pour franchir la barre des 200 chevaux sur des voitures de route. L'odeur de l'huile de synthèse surchauffée et le sifflement caractéristique de la soupape de décharge devinrent la signature sonore des nuits automobiles françaises des années 80. Pourtant, cette gloire populaire s'accompagnait d'une appréhension palpable dans le réseau d'assistance. Dans les concessions Renault de province, l'arrivée d'une Turbo 2 pour une réparation majeure bloquait souvent un pont élévateur pour des jours. Le manuel d'atelier, bientôt noirci par les doigts des mécaniciens perplexes, décrivait des procédures d'intervention qui n'avaient rien à voir avec le reste de la gamme. L'accessibilité désastreuse imposée par le moteur central transformait le remplacement d'un collecteur d'échappement ou d'une durite de suralimentation en une épreuve de patience. Mais la fascination l'emportait sur la contrainte. Les mécaniciens maudissaient l'architecture, mais s'agglutinaient autour du compartiment arrière dès que la turbine se mettait à siffler. Cependant, produire un tel véhicule restait une anomalie industrielle. Les chaînes de l'usine de Dieppe ne tournaient pas avec les volumes des grandes usines de Billancourt ou de Douvrin. Les registres de production d'entreprises suggèrent que l'aventure de la première série s'arrêta à environ 1820 exemplaires, tandis que la Turbo 2, plus démocratique, atteignit approximativement 3167 unités. Au total, à peine moins de 5000 de ces machines radicales sortirent des ateliers normands, un chiffre microscopique à l'échelle d'un constructeur généraliste, mais suffisant pour inscrire définitivement ce modèle dans le patrimoine mécanique national. À cet instant précis, au milieu des années 80, le triomphe semblait absolu. Renault avait réussi un tour de force d'ingénierie. L'usine de Dieppe travaillait pour satisfaire les commandes, les vitrines des concessionnaires affichaient les victoires sportives et le public respectait ce petit moteur français capable de terroriser l'élite européenne. La puissance thermique brute, transmise aux seules roues arrière, paraissait être la réponse définitive à l'équation de la performance. Le bloc Cléon turbo compressé hurlait sa suprématie sur l'asphalte. Mais dans la neige et la poussière, une révolution allemande s'apprêtait à rendre obsolète toute cette architecture. La première fissure dans l'empire de la Renault 5 Turbo ne fut pas mécanique. Elle ne vint ni d'une bielle coulée, ni d'un compresseur Garrett rendu silencieux par la fatigue, ni d'une décision comptable prise dans les grands bureaux parisiens de la régie Renault. La première fissure fut presque invisible, purement physique et profondément frustrante. Elle apparut sur les chemins de terre, au milieu des forêts et sur la neige, lorsqu'un pilote écrasa l'accélérateur et que, pour la première fois, la voiture refusa de bondir en avant. La machine fonctionnait avec une violence parfaite. À Viry-Châtillon, les motoristes avaient accompli leur mission
au-delà de toute logique industrielle. Le petit bloc Cléon-Fonte de 1,4 litres, dans ses ultimes évolutions de compétition, crachait plus de 300 chevaux et atteindrait même la barre terrifiante des 350 chevaux sur l'ultime version Maxi 5 Turbo. Mais sur les routes glacées du rallye de Suède ou sur le gravier cassant du rallye de l'Acropole, cette débauche d'énergie thermique devenait soudainement un fardeau. Les deux immenses pneus arrière de la petite Renault, chargés d'absorber seuls toute la brutalité du turbocompresseur, atteignirent la limite absolue de l'adhérence. Chaque fois que le turbo chargeait en air frais et que la pression s'abattait sur les pistons, dans un sifflement strident, les roues arrière s'emballaient. Elles creusaient la terre, projetaient des gerbes de pierre, mais peinaient à propulser le véhicule. Le problème de la compétition n'était plus de générer de la puissance, un art que les Français maîtrisaient désormais parfaitement. Le nouveau problème était de la transmettre au sol. Le moteur central arrière, cette architecture radicale qui avait exigé de défigurer la citadine la plus populaire de France, venait de frapper son plafond de verre dynamique. Cette limite physique fut brutalement exposée par une révolution venue d'Allemagne. Au tout début des années 80, la marque Audi lança son modèle Quattro. Ce n'était pas seulement une nouvelle voiture de sport, c'était l'introduction de la transmission intégrale dans le championnat du monde des rallyes. Un système mécanique complexe qui distribue la force du moteur non plus sur un seul essieu, mais sur les 4 roues du véhicule simultanément, maximisant l'adhérence sur les surfaces fuyantes. Pour les ingénieurs français, le choc fut immense. Une voiture à transmission intégrale, même dotée d'un moteur plus lourd et parfois moins explosif que le turbulent bloc Renault, pouvait ouvrir les gaz beaucoup plus tôt en sortie de virage. Sur la boue ou le givre, la traction intégrale divisait la charge de la puissance par 4. La force ne partait plus en fumée, elle se transformait en vitesse pure. Face à cette innovation, la Renault 5 Turbo, avec ses roues avant qui ne servaient strictement qu'à diriger, commença soudainement à paraître obsolète. L'ingénierie moteur était toujours à la pointe de son époque, mais l'architecture globale appartenait déjà au passé. La pression de la compétition de très haut niveau, cette force implacable qui dicte la survie dans le département sport d'un constructeur, se resserra autour des ateliers de Dieppe. L'équipe technique se retrouva piégée dans une impasse. Il ne pouvait pas facilement transformer la Renault 5 Turbo en un monstre à 4 roues motrices sans redessiner intégralement le châssis, percer le plancher pour un arbre de transmission centrale et repenser tout le train avant. Le coût d'un tel bouleversement industriel aurait été délirant pour un projet initialement basé sur des composants de série. Au lieu d'abandonner, Renault choisit de s'entêter sur l'asphalte sec. C'était le seul terrain où le transfert de masse vers l'arrière à l'accélération permettait encore aux immenses pneus motrices de coller à la route. C'est sur le bitume brûlant du Tour de Corse que la Renault 5 Turbo signa ses derniers actes de bravoure pure. En 1985, aux commandes de la redoutable Maxi 5 Turbo, Jean Ragnotti remporta l'épreuve insulaire au terme d'une lutte d'une violence inouïe. Le vieux bloc en fonte, conçu 30 ans plus tôt, hurlait sa suprématie entre les murs de pierre corse, refusant de s'effacer. Ce fut un sommet émotionnel absolu pour la France de l'automobile, une preuve que le pilotage et la suralimentation extrême pouvaient encore tenir tête à la technologie de traction moderne. Cependant, la véritable menace ne parlait pas seulement allemand, elle parlait aussi français. En 1984, Peugeot dévoila sa propre arme pour conquérir le monde, la 205 Turbo 16. Les ingénieurs de Sochaux et de Vélizy avaient parfaitement analysé le problème de Renault. Ils reprirent le concept de base. Placer un moteur turbocompressé en position centrale arrière dans la carrosserie élargie d'une petite citadine. Mais ils y ajoutèrent le chaînon manquant, la transmission intégrale. L'arrivée de la 205 Turbo 16 détruisit l'avantage conceptuel de la Renault 5 Turbo. Dans les parcs d'assistance du championnat du monde, les mécaniciens de la régie, les mains noires d'huile et le visage marqué par l'épuisement, regardaient leurs pilotes se battre contre un volant qui refusait de garder la trajectoire droite. Ils devaient constamment ajuster les pressions des pneus, régler l'injection Bosch à la limite de la rupture et gérer des températures de fonctionnement infernales dans le compartiment moteur, tout en sachant que dès que le goudron céderait la place à la terre, Peugeot et Audi s'envoleraient. Le paradoxe devenait insoutenable.
Le département moteur n'avait jamais conçu un groupe propulseur aussi performant. Mais la plateforme qu'il accueillait n'avait plus le droit mathématique de gagner un championnat entier. Le bloc Cléon était devenu le prisonnier de ses propres limites architecturales. La mécanique était parfaite pour un monde qui venait tout juste de disparaître, et le coup de grâce n'allait pas venir du chronomètre, mais d'une réalité beaucoup plus sombre qui allait s'abattre sur les règlements de la course, l'usine de Dieppe et le marché civil. Le véritable coup d'arrêt de la Renault 5 Turbo ne fut pas dicté par l'ingénierie, mais par la tragédie, la peur et la législation. Au milieu des années 80, la catégorie reine du rallye, le redoutable groupe B, s'était transformée en un monstre technologique incontrôlable. Les moteurs turbocompressés, qu'ils soient développés par Renault, Peugeot, Lancia ou Audi, généraient une violence mécanique que les châssis de l'époque, les pneumatiques et surtout les temps de réaction humains ne pouvaient plus endiguer. La puissance thermique brute avait irrémédiablement dépassé les limites physiques des routes de campagne sur lesquelles elle s'exprimait. En mai 1986, sur les routes étroites et sinueuses du Tour de Corse, le pilote finlandais Henri Toivonen et son copilote Sergio Cresto périrent dans l'incendie effroyable de leur Lancia Delta S4. La réaction de la Fédération internationale de l'automobile fut immédiate et implacable. L'interdiction totale et définitive des voitures du groupe B pour la saison 1997. En une seule signature sur un document réglementaire, la raison d'être de la Maxi 5 Turbo fut anéantie. Le bloc Cléon type 840, méticuleusement poussé à 350 chevaux par les motoristes de Viry-Châtillon, devenait instantanément illégal. Renault se retrouvait avec une arme de guerre redoutable, un summum d'audace mécanique française, soudainement privé de champ de bataille. Les bandes d'essai dédiées au développement extrême de ce moteur central arrière furent arrêtées. L'ambition de battre la transmission intégrale avec une simple propulsion suralimentée s'effondrait sous le poids de la loi sportive. L'onde de choc de cette interdiction remonta immédiatement vers les concessions, les ateliers et l'usine de Dieppe. Sans l'aura dorée de la compétition mondiale pour justifier son existence et masquer ses contraintes, la Renault 5 Turbo 2, la version civile, dut affronter la froide réalité du marché automobile grand public. Et ce marché était devenu soudainement hostile. Le problème n'était pas seulement le moteur, c'était le monde autour de lui. Pour les jeunes acheteurs ou les passionnés de sensations fortes qui s'étaient précipités sur les modèles d'occasion, la réalité financière devenait écrasante. Les compagnies d'assurance, effrayées par le taux d'accident dramatique impliquant cette voiture, prirent des mesures drastiques. La Renault 5 Turbo offrait un comportement dynamique extrêmement pointu, un empattement court, une lourde propulsion et un turbo Garrett T3 dont le temps de réponse brutal sur une route départementale humide ne pardonnait aucune erreur de pilotage. Les assureurs multiplièrent les primes par des facteurs exorbitants. Assurer une Turbo 2 devint un luxe inabordable, ruinant la promesse originelle d'une sportive accessible. Dans le réseau d'assistance de la régie Renault, la fatigue commençait également à s'installer. L'entretien de ce bloc central, si fascinant lors de son lancement au Salon de Paris, s'était transformé en un véritable fardeau technique. Les mécaniciens des garages de province facturaient des heures de main-d'œuvre interminables pour des révisions de routine qui prenaient une fraction du temps sur une voiture classique. Le remplacement des pièces spécifiques, continuellement soumises à des contraintes thermiques colossales derrière le siège du passager, coûtait une fortune aux propriétaires. La chaleur, compagne éternelle et invisible de ce bloc emprisonné, finissait par dégrader implacablement son environnement. Les faisceaux électriques cuisaient, les épaisses durites du circuit de refroidissement et de suralimentation durcissaient, puis se fissuraient. L'injection mécanique Bosch K-Getronic nécessitait des réglages d'une précision chirurgicale que seuls quelques spécialistes isolés maîtrisaient encore. Dans les casses automobiles françaises, on commença tristement à voir arriver des carcasses aux énormes ailes arrière pulvérisées, leurs moteurs intacts mais orphelins, parfois récupérés à bas prix pour animer des prototypes de courses de côte. Le véhicule n'était plus un simple moyen de transport rapide. C'était un caprice exigeant le budget de fonctionnement d'une véritable voiture de compétition. Renault avait déjà compris que l'avenir industriel du sport automobile grand public ne passait plus par ce niveau de folie architecturale. Pour remplacer le frisson de la R5 Turbo auprès des conducteurs,
la marque lança la Super 5 GT Turbo. Ironiquement, elle utilisait toujours une évolution du vieux bloc Cléon-Fonte avec un turbocompresseur. Mais le moteur avait retrouvé sa place logique, à l'avant, sous un capot conventionnel, entraînant simplement les roues avant. C'était une architecture standard, facile à assembler sur des chaînes automatisées, abordable à réparer, infiniment moins chère à produire et surtout beaucoup moins dangereuse pour le conducteur moyen. L'ère du moteur central compact redevenait le privilège exclusif des constructeurs de supercars italiennes ou allemandes. À Dieppe, dans la célèbre usine alpine, les chaînes de montage dédiées au projet 822 se turent définitivement. Le rythme effréné des ouvriers normands, ajustant le berceau arrière en acier tubulaire, fixant le lourd carter d'aluminium et connectant le complexe échangeur thermique prit fin en 1986. La production totale s'arrêta à un peu moins de 5000 exemplaires, clôturant un chapitre industriel irrépétible. Le groupe propulseur type 840 n'avait pas échoué techniquement. Il avait réussi l'impossible, transformer la plus inoffensive des voitures françaises en un prédateur absolu, prouvant qu'un vieux bloc en fonte pouvait rivaliser avec l'élite mondiale. Mais il avait survécu au système de règles, d'économie et d'homologation pour lequel il avait été conçu. Le turbo soufflait encore, les commandes ralentirent, les routes changèrent, les assurances devinrent hors de prix. Les 4 roues motrices s'imposèrent. Le groupe B fut interdit. Les pièces devinrent plus rares. L'usine de Dieppe perdit sa ligne. Le bruit du moteur derrière le siège s'éteignit. Le logo resta. Le monde de la course avait avancé. Même après l'extinction des feux en compétition et l'arrêt des chaînes de production, l'empreinte de ce bloc hurlant allait continuer de hanter la mémoire mécanique française. La Renault 5 Turbo ne fut jamais directement remplacée. Lorsque la production cessa à Dieppe, la régie Renault retourna à des architectures beaucoup plus sages pour motoriser ses ambitions sportives. La Super 5 GT Turbo, puis la célèbre Clio Williams qui marquerait la décennie suivante, gardèrent toutes leurs moteurs à l'avant, reprenant la norme de l'industrie pour les voitures compactes. Il fallut attendre plus d'une décennie pour que la marque aux losanges, dans un sursaut de mémoire industrielle, tente de ressusciter cette folie architecturale avec la Clio V6. Mais la Clio V6, bien que spectaculaire, utilisait un lourd moteur V6 atmosphérique européen. Elle n'avait pas l'audace roturière de la petite Renault 5 Turbo, qui avait osé transformer le bloc en fonte, le plus modeste du pays, en une arme de destruction massive. Aujourd'hui, la Renault 5 Turbo a quitté le statut de simple voiture de sport, d'occasion capricieuse pour entrer dans celui de relique nationale intouchable. Dans les rassemblements historiques, au Mans classique ou lors du Tour de Corse historique, le sifflement de son compresseur provoque toujours un frisson immédiat dans la foule. Mais le véritable héritage de cette machine ne se trouve pas sous les projecteurs luxueux des ventes aux enchères mondiales, où les prix ont fini par atteindre des sommets irrationnels, rendant le véhicule inaccessible à ceux-là même qui en rêvaient dans leur jeunesse. Le véritable héritage se trouve dans les ateliers spécialisés, souvent cachés dans la campagne française ou en périphérie des villes industrielles. Là, une poignée de motoristes passionnés et de restaurateurs âgés transmettent encore leur savoir aux plus jeunes. Ils sont les derniers à maîtriser les subtilités capricieuses de l'injection mécanique, Bosch, Cagetronic, les seuls à savoir comment régler précisément la soupape de décharge du turbocompresseur Garrett sans risquer de faire exploser la culasse en aluminium. Dans les casses automobiles françaises, il n'y a plus aucune pièce à sauver depuis longtemps. Chaque durite spécifique, chaque faisceau électrique renforcé, chaque radiateur en cuivre devient l'objet d'une traque internationale. Les manuels d'atelier d'origine, édités par Renault Transport, souvent jaunis par le temps, tachés par l'huile de boîte et noircis par les empreintes de dizaines de mécaniciens perflex, se transmettent désormais comme des grimoires précieux. Cet acharnement à maintenir ces moteurs en vie n'est pas seulement de la nostalgie. Conserver un bloc type 840 turbocompressé en état de marche aujourd'hui est un acte strict de préservation industrielle. Ce moteur n'est pas seulement un assemblage de métal bruyant, c'est un argument physique. Sur un établi, il prouve qu'il fut un temps où une entreprise d'État française, dont la mission première et absolue était de motoriser économiquement la population, autorisa ses ingénieurs à défier toute logique comptable. La Renault 5 Turbo
démontre que la France de l'automobile ne se contentait pas toujours du pragmatisme. Elle était capable de concevoir, de financer et de vendre une machine totalement irrationnelle, invendable à grande échelle, dangereuse entre des mains inexpérimentées, simplement pour affirmer sa supériorité technique absolue sur l'Europe. Le paradoxe ultime de cette histoire mécanique réside d'ailleurs dans le bloc moteur lui-même. Alors que le monstre de rallye était mis à la retraite forcée par la législation et les règles de la compétition, le paisible bloc Cléon-Fonde qui lui servait de base continua sa très modeste carrière. Redescendu de son piédestal sportif, définitivement privé de son turbocompresseur géant, il retourna sous le capot avant de millions de Renault 9, de Renault 11, de Twingo et de petits véhicules utilitaires. Le même cœur en fonte, qui avait craché 350 chevaux dans la nuit glaciale du col de Turini, continuait d'emmener, silencieusement et avec une fiabilité inébranlable, les artisans au travail et les familles en vacances, traversant les années 90 comme si rien de tout cela ne s'était jamais passé. À Dieppe, l'usine Alpine a survécu aux crises. Elle produit aujourd'hui de nouvelles voitures de sport modernes, remarquablement légères et entièrement numérisées, où chaque paramètre d'injection, de glissement et de température est contrôlé par des millions de lignes de code informatique. Les ouvriers normands perpétuent l'excellence de l'assemblage, mais l'époque où l'on découpait manuellement la coque en tôle d'une citadine populaire à la meuleuse pour y souder un berceau tubulaire, l'époque où l'on mesurait la puissance de la voiture à l'odeur de l'huile brûlée et à la chaleur étouffante dégagée directement dans le dos du pilote, est définitivement révolue. L'industrie automobile est devenue trop rationnelle, trop standardisée et trop lourdement réglementée pour tolérer à nouveau l'existence d'une telle anomalie. La Renault 5 Turbo représente le point culminant, arrogant et magnifique, de l'ère du turbo à la française. Elle incarne un moment brutal où la mécanique thermique refusait le moindre compromis de confort, où le conducteur devait s'adapter à la machine et non l'inverse. Ce que la France a laissé derrière elle avec la fin de ce programme, ce n'est pas seulement une architecture à moteur central. C'est l'idée qu'un grand constructeur généraliste pouvait prendre le pouvoir absolu par la seule force brute d'un compresseur couplé à une mécanique paysanne. Quelque part dans un atelier de Normandie près de Dieppe, un bloc Cléon-Fonde turbo repose encore sur un solide support en acier, le carter en aluminium marqué par les graviers et les années, le gros turbocompresseur Garrett teinté par la chaleur de 1000 feux passés, gardant dans son silence l'écho d'une époque où la France enfermait son orage juste derrière le dos du pilote. À la prochaine histoire.